Mais attends, bah... Ah ça, Ah, là, c'est ça, on va... je voulais faire là, on va dans le chronologique. Là on va se friter là. On va se friter parce que en fait... Ah là c'est du coup sa copine de moi elle dit... Bon une dernière question... Bon non ça je la garde pour après mais... C'est en fait à un moment tu parles du kitsch vers la page 102 et je trouvais que t'avais piqué l'idée à Kundera qui disait ah, le pire dans la vie c'est le kitsch parce que on ne croit plus dans le sacré et tout et enfin tu défonces un peu le kitsch quand même enfin si on trouve le passage tu dis bon ben mais je crois que j'ai peur de dire une bêtise parce que j'ai des souvenirs vagues mais je crois que le kitsch chez Kundera c'est vouloir justement faire de la vie toujours quelque chose de positif, de joli, de beau et de toujours positiver. Et c'est vrai que moi j'ai une autre version du kitsch je crois. Mais là tu me... Ah non, c'est juste en fait... le kitsch c'est ce qui est un peu... En fait c'est l'inverse du sacré en fait. C'était dit le signifiant sans signifier, la matière surnuméraire, oui, c'est ça, oui. toutes les superfluités, rococo de la lampe, rose du flamand. Oui, alors le kitsch pour moi, mais c'est pas c'est une idée que j'ai comment dire, c'est pas une idée qui est la mienne, mais je pense pas qu'elle, je sais pas si c'est celle de Kundera, mais en tout cas, le kitsch, qu'est-ce que c'est? C'est l'existence en tant qu'elle n'a pas de sens. Puisque ce qui est kitsch, c'est un peu ce qui est ridicule. C'est un peu... c'est le truc bébête dans le salon qui fait pas système avec toute la décoration. Voilà, quand est-ce qu'un appartement est décoré de façon kitsch? C'est quand tu as plein de choses hétéroclites qui vont pas ensemble. Et c'est ça le kitsch. C'est quand un être est là et tu sais pas pourquoi il est là. Tu vois, c'est un peu... tu vois, par exemple, un truc kitsch, c'est un bonnet de piscine, tu vois, t'es au bord de l'océan, d'un seul coup il y a une vague qui amène un bonnet de piscine. Tu te dis, mais pourquoi il y a un bonnet de piscine dans l'océan? C'est kitsch. Bon, ça c'est nul comme exemple, je comprends pas. Bon, donc, c'est ça le kitsch. Et je pense que nos existences sont kitsch. Et justement, ce qui s'oppose au kitsch, c'est fondamentalement le religieux. Le religieux peut passer par des tas de formes. Forme politique, tu peux donner un sens à ta vie en étant communiste, tu peux donner un sens à ta... Bon, mais dès que tu donnes un sens à ta vie, tu sors du kitsch. Et il y a une belle phrase d'ailleurs de Houellebecq, je sais plus dans quel roman, il dit « tout est kitsch excepté le néant ». Il a raison, c'est-à-dire tout est kitsch à partir du moment où l'existence est dépourvue d'un sens, elle est kitsch. À ce moment-là, l'accepter, et accepter aussi que l'existence de l'autre n'ait pas de sens, rend possible une gratuité dans la rencontre qui fait que tu vas pas attendre de lui qu'il te sorte du kitsch. C'est-à-dire que c'est pas l'amour, c'est pas le fait que quelqu'un te dise... Il y a une chose qui m'énerve dans l'amour, c'est la recherche systématique du compliment chez l'autre. T'attends toujours que l'autre il te rassure, qu'il te dise « oh mais t'es bien, t'es beau, t'es ceci ». Sartre il le dit, il dit à peu près que nous aimons les autres parce qu'il nous justifie d'exister. Et donc en nous disant qu'on est si bien, si formidable, etc., il nous donne un poids ontologique, tu vois, un poids dans les... Il nous assoit dans l'existence, quoi. Et non, rien ne nous assoit dans l'existence. On est kitsch. Et donc il faut aussi accepter que l'autre, il est là sans pourquoi, y compris dans la rencontre. C'est-à-dire, il y a un truc dans le romantisme qui m'énerve, c'est le destin. Ah oui, non, ça j'aime. Non, en fait j'aime pas. Destin, par exemple, genre on était fait pour se rencontrer. Non, t'aurais déménagé il y a 2 ans, tu l'aurais jamais rencontré la meuf, hein, ou le mec. Donc c'est hyper contingent. L'histoire d'amour de ta vie, la femme de ta vie, l'homme de ta vie, déjà dans l'expression l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, il y a déjà en sorte en palimpseste, il y a déjà l'idée qu'il y aurait un destin où c'était écrit de la rencontrer ou de le rencontrer. Ça nous console de quoi? Ça nous console du fait qu'on est remplaçable. Ça nous console du fait qu'on est contingent, qu'on peut tomber amoureux de Jacqueline, mais on peut aussi tomber amoureux de Patricia, quoi. Et donc, il faut absolument, quand on est amoureux de Jacqueline, oublier qu'il aurait été possible de tomber amoureux de Patricia. Et c'est ça qui m'énerve dans le romantisme, c'est qu'il reste, c'est un monothéisme religieux. J'ai encore besoin de croire en une divinité, et pour croire en cette divinité, je dois tuer
supprimer du possible ces autres trajectoires de ma vie. Donc là encore, c'est pour dégonfler les chevilles du narcissisme. Il s'agit de se dire, mais ouais, je suis tombé amoureux de toi, mais ce qui va nous rendre uniques tous les deux, c'est la somme des aventures, des difficultés, des pardons, des disputes, des réconciliations, des rapprochements physiques, des discussions qui va se prolonger. Alors ça peut te sembler, toi, de ce point de vue-là, c'est une esthétique de la durée, trop classique peut-être pour toi. Tu es plus dans le geste, plus dans... C'est-à-dire, moi je suis plus dans l'extrême. Moi, en fait, j'aime bien l'idée de destin, dans le sens où, en fait, ça m'effraie tellement, pas le fait d'être remplaçable, mais le fait que, justement, je suis trop consciente de la pensée Houellebecqienne, et du coup, je me dis, bon, bah, c'est un bon mytho, le destin, faut s'en servir un peu, tu vois. Ah, tu l'utilises comme drogue. Voilà. Ouais, voilà, ouais. Parce que t'es déjà à un niveau de réalisme tellement fort que pour que ça batte... Voilà, ouais. Ah oui, d'accord. Mais en même temps, d'un autre côté, quand je t'entends parler, ça me rappelle... Marine qui dit ouais machin, ouais il y a des tribus où les femmes elles ont 5 maris, ça pose pas de problème et vice versa, mais en même temps il y a beaucoup d'amour et tout. Est-ce que finalement, est-ce que ce serait pas mieux comme type de société, Alors moi ce qui me gêne dans ces sociétés évidemment c'est le fait que les individus soient écrasés par la pression sociale, mais la leçon que je tire par exemple de certains témoignages de femmes indiennes et d'hommes indiens, c'est qu'en Inde, par exemple, les mariages sont encore aujourd'hui souvent arrangés. Ah non, je pensais pas à l'Inde, je pensais les tribus indiennes primitives. Oui, mais même dans l'Inde traditionnelle, quand les mariages sont forcés, les gens disent, je pense qu'ils le disent sincèrement, qu'ils finissent par s'aimer. C'est-à-dire qu'ils ne se connaissaient pas avant, ils finissent par s'aimer, ce qui rejoint un peu ma théorie, que personne n'est irremplaçable, et donc qu'on peut, tomber amoureux d'à peu près n'importe qui. Alors tu vas me dire, ouais, c'est de l'autosuggestion parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais il y a toujours un peu d'autosuggestion dans l'amour et il faut s'autosuggérer pour que ça dure aussi de temps en temps. Parce que l'habitude, parce que la désublimation, parce que évidemment on a toujours cette tendance qui est typiquement épocale, qui est contemporaine, à comparer, à se dire mais si je pouvais trouver mieux, etc. Donc il faut s'auto-suggérer. Et ce travail-là, je trouve qu'il apparaît très bien dans les mariages forcés. Alors attention, je ne fais pas du tout l'apologie des mariages forcés, je veux surtout pas revenir à... Alors là, pour le coup, je suis pas nostalgique comme Houellebecq, ou pire, comme Zemmour, des vieilles structures de homme-femme, où la femme reste à la maison, où le divorce est interdit ou quasi interdit. C'est une création historique parce que c'était valable dans certains coins de campagne, il y avait d'autres régions qui n'avaient pas du tout les mêmes... C'était moins le cas, quoi. Oui, il faut penser à la mortalité. Les gens devaient se remarier assez souvent. Il faut penser aussi au fait que dans beaucoup de sociétés anciennes, le divorce est autorisé. Et que le fait que le divorce soit interdit, c'est quelque chose qui correspond aux vieilles sociétés occidentales, mais notamment à cause du christianisme, mais que dans d'autres sociétés africaines ou océaniennes ou américaines, le divorce est autorisé. Évidemment, c'est pas parce qu'il est autorisé qu'il est pratiqué au rythme où il est pratiqué aujourd'hui dans le milieu urbain occidental. Parce qu'il y a la coutume, il y a la religion, mais il y a quand même des divorces. Donc il ne faut pas caricaturer le passé, c'est vrai. Mais en tout cas, je voulais juste dire que je n'étais pas un nostalgique. Je dis simplement qu'il faut sans revenir en arrière, inventer une façon d'aimer qui se libère, je crois, de la contrainte narcissique. Parce que finalement, les gens, ils choisissent cette contrainte, mais elle les pousse à des comportements qui les font souffrir finalement. Il faut toujours être au taquet, il faut toujours être séduisant, on est en train d'embrasser quelqu'un, on a presque déjà le regard qui file à l'oblique pour voir si on nous voit. On est en train de séduire la tierce personne au moment où on embrasse une autre. C'est de la folie.
On n'est jamais plus nulle part. La tierce personne, c'est qui, c'est quoi? C'est l'inconnu, c'est la part de mystère. C'est l'inconnu qui te regarde en train d'embrasser ta copine et que tu vas vouloir séduire quand même, même de manière, je dirais, platonique. Il s'agit pas, mais en fait, ça passe pas forcément par le physique. Le narcissisme, il suffit que tu obtiennes un like, comme sur Facebook, que tu obtiennes un clic de plus, un clic de regard de plus, et en fait, à force de vouloir être partout, t'es nulle part. T'es pas là, t'es pas dans le moment que tu vis, c'est toujours de plus de séduction, d'augmenter ton capital. C'est un peu comme celui qui accumulerait tout le temps de l'argent et qui le dépenserait jamais, qui serait jamais dans la jouissance des biens. Non, il faut toujours, à peine t'as gagné de l'argent, il faut que tu le réinvestisses pour te faire encore plus d'argent. Mais au bout du compte, pourquoi? Tu sais plus très bien à la fin. Et là, avec le capital séduction, c'est un peu pareil. Toujours séduire, mais on jouit jamais des résultats de cette séduction. On n'est jamais on s'installe jamais dans l'histoire avec un être humain qui finalement est bien suffisant pour... je sais pas finir ma phrase. Qui est bien suffisant pour avoir un équilibre, je dirais, un équilibre mental, quoi. Je pense c'est une maladie, L'amour, c'est une maladie? Pas l'amour. C'est quoi l'amour? Alors l'amour c'est, si on essaie de définir l'amour pour à peu près tous les êtres vivants, c'est d'abord, qu'est-ce que les êtres vivants aiment? Ils aiment conserver leur vie et accroître leur puissance de vie. Ça c'est l'amour comme définition pour tous les êtres vivants. Chez les hommes, ça devient un peu plus compliqué, parce qu'ils ont conscience que cette conservation de la vie, que cet accroissement de puissance de la vie, ils peuvent le perdre. Et c'est pour ça que dans mon hypothèse, l'amour humain est d'emblée religieux. Qu'est-ce que c'est la religion? C'est un dispositif imaginaire de sécurité visant à te garantir à toi, à tes proches, que la vie va continuer d'être produite et que tu vas continuer d'épanouir ta vie. Comment? En t'assurant par exemple de la fécondité. C'est pas parce que tu te maries avec quelqu'un, c'est pas parce que tu lui fais l'amour que tu vas avoir des enfants. Cette garantie-là, aujourd'hui, elle est scientifique. Mais il faut se mettre à des siècles de distance. Il n'y avait aucune garantie que tu ne sois pas stérile. Ça dépendait du bon vouloir des ancêtres. D'ailleurs, dans beaucoup de sociétés, on pensait que les enfants naissaient des ancêtres, que c'était les esprits des ancêtres qui se réincarnaient. Or, si tu es fâché avec les ancêtres, ou si tu es fâché avec l'ancêtre des ancêtres qui est Dieu, tu ne peux pas assurer cette fécondité-là. Et c'est pareil pour la fécondité du blé, c'est pareil pour la fécondité du gibier dans la forêt. Et donc, ce qui se passe avec l'être humain, c'est que l'amour, c'est d'abord une inquiétude. C'est plus un amour simple de conservation de la vie, c'est l'inquiétude quant à la vie. Est-ce que la vie a un sens? Est-ce que la vie va durer? Est-ce que la vie va continuer de m'apporter du plaisir? Et c'est cette inquiétude qui ressurgit dès que la religion s'affaiblit. C'est-à-dire que la religion calme cette inquiétude, et à partir du moment où la religion faiblit, cette inquiétude renaît. Et au final, c'est une inquiétude sur le sens de l'existence. L'homme est l'animal qui se pose la question de la valeur de son existence et qu'est-ce qui garantit la continuité de cette existence et la continuité du sens de cette existence. Et c'est ce qu'on demande à l'amour quand on le reçoit. Et on le demande aux parents, qui doivent nous rassurer sur notre valeur sans arrêt, nous dire qu'on est un gamin qui est bien, qui est aimé, etc. Et c'est ensuite ce qu'on va demander au conjoint. Et aujourd'hui, on le demande sous une forme, je crois, pathologique, qui prend une forme, qui aujourd'hui est une forme marchande, qui n'est plus une forme religieuse, une forme marchande. Et c'est ça, pour moi, de quoi il faut se déprendre. C'est-à-dire que, pour moi, l'amour doit devenir, non pas une manière d'assurer le sens de son existence, mais plutôt une manière de se consoler. Alors voilà, on finit la trajectoire là. C'est une manière de se consoler du fait que rien ne garantit que la vie ait un sens et rien ne garantit de sa fécondité. C'est-à-dire que l'amour, c'est ce qui doit nous consoler de ça.
C'est-à-dire que pour moi, par exemple, quelque chose qui est fondamental dans un couple, c'est la compassion et l'humour. La compassion parce que tu comprends que l'autre, il est aussi seul que toi, et qu'il le restera malgré ta compagnie. C'est-à-dire que personne ne mourra à ma place, personne ne mourra à la tienne. Et celui qui te dira le contraire, il mentira. Tu es le seul à devoir mourir. Tu es le seul à être né pour rien et à mourir pour rien au final. Et ça, cette vérité humaine qui est profonde, tu dois vivre avec. Et je pense que aimer quelqu'un, ça t'aide à accepter ça, mais pas à le dénier. Et je crois que dans le narcissisme, il y a une dénégation de ça. Alors ça, c'est la compassion. Et puis évidemment, il faut en rire de cette situation. Et ça, c'est l'autodérision. Et je pense que quand est-ce qu'on sait qu'un couple est sorti du narcissisme réciproque, c'est quand tu peux être ridicule sans que l'autre te dise pauvre naze. Il y a une très belle phrase de Pavese qui dit tu seras aimé le jour où tu pourras montrer ta faiblesse sans que l'autre s'en serve pour affirmer sa force. Il faut du temps, hein. Ça se fait, celui qui fait ça dès le début, il se bourre complètement. Parce que au début, il faut quand même un minimum accepter les lois de la séduction. Et les lois de la séduction sont cruelles. Il faut les accepter. Celui qui ne les accepte pas dès le début, il n'a pas compris. Parce que pour entrer dans l'amour, il faut d'abord séduire. Mais là où l'amour n'est... Comment dire ? Ce qui est grave pour moi, c'est quand la séduction perdure. Et d'ailleurs, elle perdure comment ? Par le fait que l'histoire va finir de toute façon. Ou en tout cas, elle va pas avoir cette profondeur dont je parle. Dans un moment donné, la séduction, elle est remplacée par l'amour. Et l'amour, c'est ce moment justement où tu peux avec l'autre rire de toi-même, où tu peux avec l'autre montrer ta faiblesse, pas systématiquement, pas continuellement, mais de temps en temps, sans que l'autre te dise c'est bon quoi, va voir ailleurs, ou c'est bon, je vais voir ailleurs. C'est comme ça que je conçois l'amour, parce que c'est comme ça que je conçois mon existence humaine. C'est-à-dire je n'accepte pas cette hypocrisie de tout le temps me montrer fort, tout le temps Je l'accepte pour un premier rendez-vous, je l'accepte pour jouer le jeu finalement de la séduction animale, mais je l'accepte plus une fois que je connais bien la personne, une fois que je suis devenu suffisamment complice avec elle. Je veux qu'on dévoile notre humanité, quoi. Je veux que l'humain et la vérité de la condition humaine apparaissent. Si elle apparaît pas, je vois pas bien comment on pourrait appeler ça de l'amour, quoi. On est plutôt dans une dénégation réciproque de ce que c'est que la condition humaine. Alors c'est très, tu vas me dire c'est très philosophique, mais encore une fois, c'est une philosophie de l'amour, quoi. Je fais pas de la sociologie là, tu vois. Ouais, c'est intéressant ça. Mais du coup, on a un peu redit des bouquins, mais par exemple, je peux. Ouais, on peut faire. Une bonne idée. Enfin, je crois que c'est en fait, parce que comme le problème, c'est que maintenant, on professionnalise trop notre amour et notre personnalité. On pense trop à l'économie aussi bien du temps que je sais pas de matériel, tout ça. Enfin, est-ce qu'il faudrait pas en fait du coup pour sauver l'amour, sauver l'économie, ramener de l'absurde, ramener de la compassion et de l'autodérision dans... Alors là, tu abordes le champ politique que je veux pas aborder parce que... Pourquoi ? Parce que ça demanderait un autre livre, mais cette fois-ci sur la politique. Et je suis pas du tout sûr d'être en mesure de le produire et de croire en ce que j'aurais produit, honnêtement. C'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai écrit que des livres en gros, pour le dire vite, de sagesse. Parce que justement, c'est des manières de vivre et des arts de vivre qu'on peut développer de manière un peu domestique, à côté du système, ou en tout cas dans les
dans des poches de résistance qui remettent pas entièrement en cause le système. Maintenant, tu as raison, ce qui modifierait de fond en comble nos rapports amoureux, c'est nos rapports politiques et économiques. Mais pourquoi je ne m'avance pas sur ce terrain? Parce que je suis beaucoup plus pessimiste d'une part, et aussi incompétent pour proposer quoi que ce soit dans ce domaine. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à évaluer, à titre de citoyen, la faisabilité de tout ce qui est de l'ordre de la révolution ou de la grande réforme politique ou économique. Et d'ailleurs, c'est un des grands problèmes de notre temps, c'est que le monde est devenu trop complexe pour qu'on ose encore donner là-dessus un avis, parce qu'on a l'impression que le seul avis qui puisse être donné, ce serait une expertise. Or, on n'est pas un expert. Et en même temps, les experts non plus ne sont pas les experts de la totalité, puisque l'expertise suppose une spécialisation. Et donc, j'ai l'impression que plus personne aujourd'hui n'est capable d'évaluer vraiment la faisabilité d'une grande réforme politique ou économique, et aussi son échelle. Est-ce que quelqu'un a déjà... Dans la faisabilité, il y a l'échelle. C'est-à-dire au niveau de la France, au niveau aussi. Hein? Est-ce que tous ceux d'avant qui semblaient laids, c'était pas juste des mythos et ils ont eu de la chance, tu vois? Qui semblaient comment? De nos jours, oui. Il y a personne, mais est-ce que dans le passé, c'était pas un peu pareil en fait? Qu'il y avait personne, enfin... Non, mais le passé, après, il peut justement, hein, c'est ça qui est intéressant en faisant de l'histoire, et c'est ce que disent souvent les gens, ceux qui veulent vraiment réformer la politique. Il suffit de regarder le passé, la Révolution française ou d'autres grandes réformes, pour reprendre espoir dans le fait qu'on puisse reprendre la main. Mais encore une fois, le diagnostic et le pronostic pour cette médecine politique, moi je m'en sens pas capable. Je me sens pas capable de le. J'ai lu beaucoup de choses sur les projets anarchistes, sur des projets socialistes, une autre manière. D'ailleurs, évidemment, lié aussi à notre manière de s'aimer, sortir de l'amour bourgeois. L'amour anarchiste comme libération sexuelle, etc. Donc j'ai lu beaucoup de projets politiques, mais je suis complètement incapable d'évaluer leur pertinence et leurs conséquences réelles si jamais on les adoptait ou on essayait de les adopter. Sachant qu'on est dans un jeu aussi à plusieurs pays, on est dans un jeu géopolitique très complexe, avec des pressions économiques, des financements qui viennent de partout. Dans quelle mesure un projet politique vraiment révolutionnaire serait économiquement viable, par exemple? Au bout du compte, j'en sais strictement rien. Même si j'ai des petites idées par-ci par-là. Mais si je veux être vraiment sérieux et défendre ça dans un bouquin, je pense qu'en amont, je travaillerai quelques années. En fait, la question que j'avais surtout, c'était tout con. C'était par exemple, moi par exemple, je m'intéresse à la paternité parce que bon, ça fait écho donc à mon ego narcissique, parce que c'est mon histoire, j'ai l'impression de connaître. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un ferment de, par exemple, certaines névroses que pourraient avoir des riches ou des pauvres ou machin, c'est quand même lié à ça, tu vois. Et souvent à cette idée, tiens, mon père il a fait comme ça, ou enfin... c'est lié à la famille, oui. Voilà, l'idée de famille, quoi. Et... nucléaire, quoi, la famille bourgeoise nucléaire. Hein. Voilà, ouais. Ou classe moyenne nucléaire, oui. Et du coup, je me demandais en fait si ta motivation c'était juste vraiment cette question, l'amour c'est has-been, ça t'intéressait vraiment, ou est-ce que en fait c'était lié à d'autres... À des problèmes familiaux, tu veux dire, ou... Non, n'importe quoi, genre que c'était... je sais pas moi, avec d'autres questions, je sais pas moi, sur le travail ou sur le temps, ou enfin je sais pas. Alors, comment dire, la généalogie, elle est... Enfin, disons, si on veut voir vraiment quel est le soubassement de tout ça, je t'ai dit, c'est
Moi, je suis philosophe de formation et ma spécialité, c'est le nihilisme. Pour le dire très vite, même s'il y a plusieurs formes de nihilisme, il y a une histoire du nihilisme. En gros, le nihilisme, au départ, c'est le fait de ne croire en rien, et c'est lié à la fameuse phrase de Nietzsche, « Dieu est mort ». Donc, je reviens souvent sur la religion, mais pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que nous vivons dans des sociétés, qui pour la première fois de l'humanité, on le sous-estime ça, pour la première fois dans l'humanité, ces sociétés, on essaie de vivre sans une religion qui fait l'unanimité dans la population. Et c'est une aventure extraordinaire. Il faut vivre sans ça. Des gens qui réfléchissent sur la démocratie depuis des années, comme Marcel Gauchet ou Régis Debray, ils réfléchissent à cette idée-là. C'est-à-dire comment vivre ensemble, comment trouver un sens à sa vie, et socialement s'en sortir dans les rapports humains sans cette évidence qu'est la religion. Cette évidence dès la naissance, de la naissance à la mort, c'est quand même... tous les gens autour de toi, ils ont la même religion, ils ont les mêmes croyances. Le confort mental dans lequel tu baignes est sans commune mesure avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc ça, si tu veux, c'est mon fil directeur. C'est comment vivre sans cela. Et on peut interpréter certains phénomènes économiques ou politiques de notre modernité comme des fuites devant ce problème. Une forme hystérique de capitalisation de l'argent, une forme hystérique de capitalisation de l'amour. Et donc mon fil directeur, c'est un petit peu comment vivre sans fuir ce problème. Et alors le premier livre, ça parlait du ratage, justement parce qu'aujourd'hui on a une manière de vouloir réussir sa vie qui est une manière finalement de fuir l'insécurité que l'absence de Dieu provoque, et c'est pareil pour l'amour. Donc si tu veux, ma démarche elle est assez théorique, elle n'est pas liée à un vécu familial ou même si je m'en suis inspiré à l'histoire de mes amours, elle est vraiment liée à, je crois, ce qui fait le drame de ma vie et le drame joyeux de ma vie, qui est qu'à un moment donné je me suis dit mais la vie n'a pas de sens et il va falloir faire avec. Alors que la vie quand je m'entends bien, quand je dis que la vie n'a pas de sens, ça veut dire qu'elle n'a pas de sens préconçu, préétabli, elle n'a pas de sens qui me précède. Après, le sens, on peut le tisser, on peut le construire, on peut essayer de trouver du sens après, mais la vie n'a pas d'abord du sens. C'est-à-dire que le sens n'est pas là. Alors comment on fait avec? Et en fait, je crois que le point de départ affectif de tout ce que j'écris, il est dans cette crise existentielle-là, qui est d'abord préadolescente, adolescente, et qui ensuite prend des formes de plus en plus élaborées, mais je pense qu'on reste ce grand enfant qui a encore peur du noir, de ce noir qui est l'absurdité de la vie, qui est la mort, et que aussi adulte qu'on soit, on est toujours tenté par la dénégation de ce grand noir, voilà. Cette grande obscurité-là. Évidemment, certains vont dire qu'ils ne pensent pas tous les jours à la mort, qu'ils ne sont pas en train de la fuir parce qu'ils n'y pensent jamais. Mais le fait d'y penser jamais avec sa conscience réfléchie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'inconscient qui travaille. Et il ne faut pas oublier aussi que la mort, c'est pas seulement ce qui m'attend à la fin de la vie. La mort, c'est aussi l'irréversibilité du temps. Accepter le fait, par exemple, que ce qui passe, qu'aujourd'hui ne reviendra plus. Malgré le fait que ça puisse être filmé et reproduit. En 3D, recloné plus tard, rejoué, tout ce que tu veux, ça ne sera pas... Mais tu vois, dans cette fascination de la reproductibilité de l'image, je pense qu'il y a un rapport avec la peur de la mort. Dans le fait de vouloir tout prévoir à l'avance, il y a un rapport avec la peur de la mort. Parce que la mort, c'est ce qui vient de l'extérieur et que tu ne peux pas maîtriser. Donc toute compulsion de maîtrise, que ce soit de maîtrise de la séduction avec les pick-up artistes, maîtrise technique avec le transhumanisme, maîtrise du génome, transformation,
maîtrise par l'argent, tout ce qui est de l'ordre de la compulsion de maîtrise, de la maîtrise hystérique, pour moi, j'ai peut-être tort, hein, mais moi je l'interprète au final comme une angoisse devant la mort. Devant le temps qui passe. Je vais faire une petite coupe parce que ça... Mais du coup j'ai sorti aucun passage, mais... Ah si, ouais, il y avait... Bon, après tu si vous voulez faire des... Attends, je vais juste recouper de l'exemple. Bah de plus, par exemple l'estime. Je veux dire, moi je peux pas tomber amoureux de quelqu'un que j'estime pas moralement et politiquement, mais ça n'a pas grand chose à voir avec la tendresse. Hein. Ça. C'est-à-dire qu'il y a des composantes de l'amour qui sont... C'est-à-dire l'amour c'est un sentiment complexe, et il y a évidemment une attirance physico-culturelle. C'est toujours, l'attirance physique est toujours culturelle, elle passe toujours par des médiums culturels évidemment. Les canons de beauté varient, tout ça. Bon, il y a l'estime morale et politique et culturelle, c'est-à-dire qu'il faut évidemment avoir de l'estime pour ce que la personne te dit, pour ses opinions politiques, etc. Je pourrais pas tomber amoureux d'une raciste, par exemple. Être attiré par elle, oui, mais tomber amoureux, non. Donc, il y a cette composante-là, ces diverses composantes de l'amour. Et la compassion et l'autodérision, c'est ce qui vient tempérer ce qu'il y a de dur dans toutes ces exigences-là. Il y a une exigence de séduction, il y a une exigence de performance, enfin de performance c'est pas le mot, de plaisir physique. Il y a une exigence d'estime, on exige de ne pas s'ennuyer, etc. Non, il y a beaucoup d'exigences, mais ce qui vient, quand il y a défaillance, ce qui vient faire en sorte qu'il n'y a pas rupture, que c'est pas ciao dès le premier échec, au nom justement du narcissisme et au nom d'une volonté de se réassurer ailleurs, quoi. Parce qu'on a perdu toute assurance parce que l'autre ne fournit pas la came de reconnaissance qu'on voulait sniffer, quoi. Donc pour éviter ça, cette rupture brutale qui gâche autant d'histoires qui auraient pu être très belles et continuer, c'est la compassion et l'autodérision qui viennent encotonner, melotonner. Mais il est narcissique, mais en même temps il détruit la forme traditionnelle du narcissisme, je suis d'accord. Voilà, il te propose une forme de narcissisme que tu n'as jamais vue, quoi. Le narcissisme alcoolo. Bon, mais c'est... L'être humain, il prend des voies... le narcissisme prend des voies très paradoxales aussi, quoi. C'est peut-être parce qu'il se comprend pas ou qu'ils se sont incompris aussi qu'il se réfugie dans ce narcissisme-là, ou qu'il n'arrive pas à aller vers les autres sans... Il sait pas le faire autrement, peut-être aussi. Oui, aussi. C'est vrai. Mais alors, ce qui fait partie de... Alors là, on va pousser les choses un peu loin. Donc je disais tout à l'heure que la compassion, l'autodérision, c'était pas tout l'amour, mais ce qui, dans l'amour, permettait d'abaisser les exigences quotidiennes et normales de l'amour, qui sont la séduction, la recherche d'estime, la recherche de reconnaissance. Mais il faut que tout ça soit enveloppé de cette tolérance, ce jeu aussi. Parce que là, au final, la vie est une farce, puisqu'on va tous y passer. Donc ce jeu qu'est la vie. Bon. Et y compris, une fois qu'on a atteint certaines complicités dans la relation, on peut aussi s'amuser du résidu de narcissisme. Et le pardonner aussi à l'autre, c'est-à-dire que le narcissisme il est irréductible, je te l'avais dit. Ça fait partie de la condition humaine. Dès qu'un homme existe, il a besoin de se rassurer sur sa valeur. Mais ce qu'on essaie d'éviter, c'est sa forme pathologique. Mais même quand cette forme pathologique se manifeste, il faut... De manière ponctuelle, j'entends. Parce que de manière systématique, la personne devient insupportable et elle refuse l'amour finalement. Mais de manière ponctuelle, là aussi c'est comme une infidélité sexuelle, j'entends. C'est comme quand l'autre avoue sa faiblesse, c'est quelque chose qu'il faut pardonner parce que c'est une petite crise narcissique, ben, ça existe aussi. Et l'autre a parfois, il montre par là aussi son humanité.
Donc il ne s'agit pas de faire du narcissisme l'ennemi de la compassion, ça peut être aussi l'objet de la compassion. On est là pour affaiblir le narcissisme, mais quand cet affaiblissement échoue, ponctuellement, et on est là aussi pour le comprendre. Moi j'accepte qu'à un moment donné, alors que je suis avec la femme que j'aime, par exemple, cette femme que j'aime, ben, elle jette des coups d'œil de réassurance, si elle voit un beau type, etc. Je vais pas faire une crise de jalousie, je vais pas... Évidemment, si c'est systématique, si à chaque fois que je suis avec elle, elle est à la recherche de la tierce personne qui va lui permettre de jouer ce jeu à trois du désir mimétique, de la rivalité narcissique, je vais vite abandonner l'affaire. Mais ponctuellement, ma foi, c'est la condition humaine. Donc la condition humaine, c'est toujours chercher l'équilibre en fait, quoi. L'équilibre après, qu'est-ce que l'équilibre? C'est très difficile à définir. En termes biologiques, l'équilibre, c'est l'absence de malaise, c'est le fait de retrouver un état stable. Je pense pas que l'être humain soit fait pour l'équilibre. Maintenant, oui, l'équilibre alors dynamique. L'équilibre dynamique. Pour moi, l'équilibre dynamique, ça manifeste par un sentiment qui est pas le bonheur, qui est inatteignable pour moi. Le bonheur, pour moi, c'est impossible, c'est la perfection. C'est la joie. La joie, ça veut dire qu'on est dans un équilibre dynamique. Ça veut dire qu'on arrive à une forme de sérénité qui n'est pas un renoncement, qui n'est pas... à chaque fois qu'on est joyeux, ça veut dire qu'on est à la fois en train de gagner en puissance, mais c'est pas seulement ça la joie. Ça c'est la joie, par exemple chez un philosophe comme Spinoza, on ressent de la joie quand alors c'est l'équilibre dynamique, hein, c'est quand on a surmonté une difficulté, quand on a progressé dans un domaine, par exemple je savais pas jouer de la guitare, je sais jouer de la guitare, c'est joyeux. Je connaissais pas cette personne, je fais connaissance et on a un échange, c'est joyeux. Mais c'est pas seulement ça la joie pour moi, c'est aussi le fait de ne pas être dupe de cette gain de puissance. Savoir que ce gain de puissance s'obtient sur fond de vieillissement, de temps qui passe, d'irréversibilité du temps, de mort qui nous attend. C'est-à-dire avoir toujours ce sourire en coin qui fait qu'on n'est pas dupe de ses propres progrès, de ses propres succès. Et tant de gens ont été tués par leurs propres progrès, quoi. C'est-à-dire, ils sont devenus tellement fiers des avancées qu'ils ont fait, des progrès qu'ils ont fait, que alors pour le coup, ils sont devenus narcissiques, mais vraiment. Et ce qui empêche toujours le narcissisme de se manifester dans sa forme la plus bête, la plus mortifère, c'est ce sourire en coin de toute façon je suis une pauvre existence sur Terre qui va mal finir. La vie finit mal, hein. La vie finit mal. Et c'est parce que la vie finit mal qu'il faut sourire souvent. Je pense que c'est paradoxal, mais le vrai pessimisme il est joyeux. Tant qu'on a un pessimisme triste, c'est parce qu'on n'a pas renoncé, quoi. On est toujours dans le déni, on est toujours... celui qui est désespéré, c'est celui qui a des espoirs, quoi. C'est l'espoir sans cesse renouvelé et sans cesse détruit le désespoir. Ah bon, voilà. Après je brode. Attends, je me dis... Voilà, peut-être que... Attends. Dans le livre aussi, j'aborde la question de la virilité. Et Attends, merde, ouais. De l'idée que l'amour, c'est quelque chose que ressentent les femmes et que ne ressentent pas les hommes ou que les hommes ne doivent pas ressentir. C'est une théorie qui est défendue par pas mal de penseurs. L'idée que finalement l'homme, lui, il est plutôt dans le désir de pouvoir, et que l'amour est un sentiment qui te met dans une situation tellement passive, tellement en attente de l'autre, que
que finalement, tu peux pas à la fois désirer le pouvoir et être amoureux. Alors, du coup, comme historiquement, ceux qui ont eu le pouvoir, ce sont les hommes, on en a conclu que c'est les femmes qui ont inventé l'amour. C'est ce que dit par exemple Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, philosophe Jean-Jacques Rousseau, ou ce que dit Michel Houellebecq, ou ce que dit Éric Zemmour. Donc ce seraient les femmes qui ont inventé l'amour pour s'attacher les hommes, mais qu'un homme qui est amoureux, c'est un homme vaincu, quoi. C'est un homme dont la virilité a été vaincue, c'est un homme qui a été féminisé. L'homme, il est fait pour bander, désirer, passer de femme en femme, mais pas pour se sédentariser dans une domesticité amoureuse, alors que la femme, elle est faite pour ça, puisqu'elle est mère, elle fait un enfant, s'occupe des enfants, elle reste à la maison, et donc elle est là pour capter le désir humain, enfin le désir masculin et le transformer en amour.